En raison de la présence imprévue des deux témoins discrétionnaires, on a dû faire attendre le général Weygand, qui trépigne d'impatience dans la salle du greffe. Maxime Weygand, 76 ans. Sa naissance mystérieuse à Bruxelles, de parents inconnus, continue jusqu'à aujourd'hui d'entretenir la passion des chasseurs d'énigmes historiques. Surtout que dans son cas, une hypothèse probable lui prête une ascendance royale. Weygand, de toute façon, s'est choisi une famille de substitution, l'armée française. Il lui est resté fidèle toute sa vie. Pendant la Grande Guerre, il a été le bras droit du général Foch, le rival de Pétain. C'est Weygand qui a lu aux soldats du Kaiser vaincu les conditions de l'armistice signé à Rotonde en 1918. Il a été vice-président du Conseil supérieur de la guerre pendant les années 30. La clarté de ses exposés militaires, sa vivacité d'esprit et ses grandes colères sont légendaires. Le 16 mai 1940, après la trouée de Sedan, Paul Reynaud l'a rappelé pour remplacer le général Gamelin au poste de commandant en chef des armées françaises. Weygand n'a pas pu redresser la situation. Après l'armistice de juin 1940, il a été brièvement ministre de la Défense dans le gouvernement Pétain avant que celui-ci en fasse son délégué en Afrique du Nord dès septembre de la même année. Il s'y comporta en proconsul, doté de tous les pouvoirs. Weygand s'était fait devise d'appliquer loyalement l'armistice, mais comme il disait, pas une virgule de plus. En conséquence, il refusa catégoriquement de laisser pénétrer les Allemands dans son fief, préférant au contraire nouer des relations étroites avec les États-Unis, qui, sous le prétexte de fournir des vivres, peuplèrent l'Algérie et le Maroc français de centaines d'agents secrets américains. Le Casablanca de Bogart, recréé à la fin de l'année 1941 dans les studios d'Hollywood, est la version superbe, quoique à peine romancée, de cette réalité. Hitler fut ulcéré par cette attitude. On dit même, mais c'est sujet à caution, qu'il ordonnait au service de contre-espionnage du Reich d'abattre Maxime Weygand. Le chancelier finit tout de même par obtenir du maréchal qu'il le rappelle à la fin de septembre 1941. Weygand, loyal, se soumit. Il quitta l'Afrique du Nord, mais il prit soin auparavant de se choisir un successeur de confiance. Son choix se porta sur le général Juin. En novembre 1942, lorsque les Allemands envahirent la zone libre, ils arrêtèrent Maxime Weygand et le firent emprisonner au château d'Iter avec les autres notabilités françaises. On a su depuis que pendant leurs 2 années de détention commune, Weygand et Reynaud ne s'adressèrent pas une fois la parole, même pour se dire bonjour. C'est dire la puissance de leur ressentiment mutuel. Et quand le premier jour d'audience, Reynaud a ouvert les hostilités, j'ai cru que le patriotisme de ces deux hommes passerait avant leur haine politique et leurs ambitions personnelles. Je l'ai cru, je me suis trompé. Le général s'est juré qu'il s'en mordrait les doigts. Reynaud l'avait qualifié d'ambitieux. Weygand commença donc par là, par rappeler ses états de service. Quant à mes ambitions, messieurs, mes ambitions militaires ont été satisfaites, au-delà de tout ce qu'un homme peut désirer dans ses rêves de jeunesse. J'ai été appelé au plus haut poste, et surtout, pendant 9 ans, j'ai eu l'honneur de servir le grand chef à qui la France doit ce qu'elle sait, le maréchal Foch. Lorsque Monsieur le Président Reynaud a fait appel à moi, j'ai répondu affirmativement. Ai-je besoin de rappeler les circonstances dans lesquelles on a fait appel à moi? Ai-je besoin de rappeler ce qu'a été cette journée de la grande peur du 16 mai? Le télégramme qui a été rédigé pour m'appeler l'a été dans les fumées qui montaient contre les fenêtres du quai d'Orsay. Il faut tout de même qu'on se souvienne de cela. Est-ce là une preuve d'ambition? Je crois qu'au contraire, c'est une très grande preuve de patriotisme et de l'abnégation la plus absolue. Je ne me rends pas compte de ce qu'il peut y avoir dans le fond de l'âme d'un homme qui porte une pareille accusation contre des personnalités qu'il a appelées dans un pareil moment et qui ont accepté de porter un poids que ses épaules ne sont plus capables de porter à elles seules. Monsieur le Président du Conseil, Paul Reynaud, a dit dans sa déclaration comme témoin qu'à plusieurs reprises, il avait songé à me faire remplacer. Il dit y avoir songé au bout de 5 jours, puis un peu plus tard, une autre fois. Il y a peut-être songé, mais il ne l'a pas fait. Et j'insiste là-dessus. Il ne s'agit pas, quand on est chef, de songer à faire quelque chose. Quand on est un chef, il faut faire ce qu'on a à faire. C'est une mise en bouche. Maxime Weygand se fait la voix.
Comme on s'y attendait, il refit à son tour l'exposé minutieux des circonstances de la défaite militaire. Il présenta ensuite les avantages que donnait la signature de l'armistice et qu'il continue de défendre et d'assumer devant la haute cour. C'est la grande différence avec les témoins à charge de la première semaine. Pour Weygand, le point capital, c'est que l'armistice signé à Rotonde donnait un cadre et des lois à l'occupation de la France. Les Allemands, même enragés, ne pouvaient pas y faire n'importe quoi. Le gouvernement français demeurait leur interlocuteur naturel et obligatoire. À l'inverse, la capitulation que voulait Reynaud signifiait que la cessation des combats reposait sur les épaules de l'armée seule, qui aurait hissé le drapeau blanc, comme l'avait fait l'armée hollandaise dès le 15 mai, en forçant du même coup la reine Wilhelmine de Hollande à se réfugier à Londres. La famille royale de Hollande se rend en Angleterre où elle va trouver refuge. Pour Weygand et pour Pétain, cet exil d'un gouvernement français hors de métropole est impensable, car il aurait eu pour conséquence de livrer le pays à une administration directe des Allemands qui aurait décidé de tout, sans frein, sous la conduite d'un des leurs, un de ces tristement fameux Gauleiter, comme ce fut le cas d'ailleurs en Hollande après le départ de la reine. Weygand poursuivit sa démonstration en montrant qu'au mois de juin 1940, l'Afrique du Nord, depuis laquelle Reynaud prétendait continuer la lutte, était tout à fait indéfendable, qu'elle manquait de tout, d'armes, de matériel et d'hommes. Que depuis l'Italie, alliée des Allemands, ou depuis l'Espagne, qui lorgnait sur nos possessions marocaines, un débarquement aéroporté des forces de l'Axe était presque un jeu d'enfant. Par conséquent, messieurs, une défense de longue durée de l'Afrique était impossible. Peut-on dire qu'en perdant par la capitulation l'honneur, le territoire français et les sacrifices qui étaient à faire étaient grands, on aurait gardé l'Afrique? Je dis non. On aurait perdu l'honneur, le territoire français et l'Afrique. C'est une pierre, et de taille, dans le jardin de Paul Reynaud, et pourquoi ne pas le dire, du général de Gaulle qui affirmait possible, contre les partisans de l'armistice, de continuer la lutte hors de métropole. Dans le même esprit, Weygand balaya d'un coup de patte le réduit breton improvisé autour duquel s'était affairé le général, alors que les Panzers déboulaient du Cotentin. Il faut des mois à l'avance avoir fait un plan de défense du territoire dont ceci est une partie. Alors on peut l'exécuter. Sans cela, ce sont de simples jeux de l'esprit, et la guerre ne s'accommode pas des jeux de l'esprit. La guerre est une affaire de force.